Alors, du coup, on va passer au TD2, donc qui est sur la paléontologie et donc les généralités et l'application au cas d'Abel. Donc, la paléontologie, déjà, par définition, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'étude des restes de fossiles, des êtres vivants du passé, et donc des implications évolutives de ces fossiles. Donc, en fait, c'est étudier les fossiles, donc étudier les restes de fossiles et voir comment ils ont évolué. Et donc, du coup, ça vient du latin paléo qui signifie ancien, onto qui signifie vie, et le logos qui signifie étude, science. Donc c'est en fait un peu l'étude et la science de la vie et donc de l'être ancien, donc paléontologie. Et donc en fait ça permet de replacer les espèces les unes par rapport aux autres en les comparant, mais aussi de retracer l'histoire d'une espèce et de faire ressortir les règles de l'évolution de l'espèce. Et donc en fait l'étude de la vie ancienne, c'est une science des traces du passé. Donc ensuite, au sein de la paléontologie, on a différentes spécialités. On a la paléozoologie, donc qui est l'étude sur les animaux. Donc en fait, l'étude donc sur la vie ancienne, donc les fossiles des animaux. La paléoanthropologie, donc c'est en rapport avec l'homme. La paléobotanique, c'est en rapport avec les plantes. Et effectivement, il y a plusieurs spécialités. Et donc, il faut savoir que la paléontologie, elle est différente de l'archéologie, parce que du coup, la paléontologie, c'est l'étude des fossiles, alors que l'archéologie, c'est l'étude des sociétés grâce aux objets que l'on va trouver. Donc, la paléontologie, c'est exclusivement sur les fossiles, donc sur les êtres, les restes, les os que l'on va trouver. Donc, en fait, le métier, quand nous, on s'imagine le métier d'archéologue, en réalité, c'est le métier de paléontologue, qui est de trouver des fossiles, etc. Donc, les coquillages, des trucs comme ça, alors que l'archéologie, c'est vraiment l'étude des objets, et donc, c'est l'étude des sociétés. Voilà. Et d'ailleurs, dans paléontologie, il y a onto qui signifie justement être et du coup qui signifie vie. Ensuite, concernant les fossiles et la fossilisation, qu'est-ce qu'un fossile? Donc, un fossile, c'est la trace d'un organisme du passé conservé dans une roche. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas l'organisme, mais sa trace. C'est comme quand on est chez le dentiste et qu'on veut avoir des bagues, il va nous faire des empreintes. Les empreintes, c'est pas nos dents, c'est les empreintes de nos dents. On s'imagine qu'un fossile, en fait, c'est l'empreinte. C'est l'empreinte que nos dents vont laisser, mais c'est pas nos dents. Parce que du coup, en fait, on s'imagine qu'avec le temps, le fossile, l'objet en lui-même, donc l'organisme en lui-même, il s'est détérioré. Et du coup, il n'existe plus, il laisse que sa trace. Donc, ça vient du latin fossilis, qui signifie tirer de la terre. Donc, tout débris de plante ou d'animal qui a été enseveli sous des couches rocheuses antérieures à la période géologique actuelle. Donc, en fait, il va y avoir, par exemple, on a notre animal qui s'est bloqué dans la roche, et du coup, il va y avoir une certaine forme qui va faire que ça va se constituer autour. Et donc du coup, c'est ça qui va laisser une trace. Et au final, l'animal il va disparaître parce qu'il va être la sédimentation, etc. Et du coup, ou par les animaux, etc. Et en fait, il va rester que sa trace. Et du coup, ce débris qui a été conservé donc dans cette couche, donc au final, c'est ça en fait qui va constituer le fossile. Donc on a retrouvé le fossile qui est remonté au fur et à mesure du temps à la surface. Donc en fait le débris, au fur et à mesure du temps, en fait, même si les roches elles se superposent, il y a aussi un effet de ce que l'on appelle l'érosion, c'est-à-dire que ça devient c'est-à-dire que le haut commence à se détériorer, et du coup on retrouve, en rentrant donc dans la terre, on retrouve des éléments. Et donc du coup ça montre en fait toutes les traces de vie passée. Et donc en fait il y a une grande variabilité dans la nature au niveau de la conservation. Donc on a différents procédés de conservation dans la nature. On va avoir la minéralisation, c'est-à-dire que c'est toutes les parties molles qui vont être minéralisées. Donc par exemple, si c'est un ver de terre, il va y avoir la partie molle du ver de terre qui va être minéralisée. On va avoir la carbonification, donc ça va être chez les végétaux. Donc en fait, ça va être des zones de gisement de charbon, donc ou d'O2 ou d'azote, donc N2 et de CO2. Donc en fait, les zones de gisement de charbon, par exemple, ça va être surtout chez les végétaux, parce que les végétaux, quand ils vont avoir leur processus, leur mécanisme de création d'énergie, ils vont libérer donc de l'O2, ils vont libérer donc de l'oxygène, ils vont libérer de l'azote, du N2, et ils vont libérer du CO2, donc du dioxyde de carbone. Et donc ça, en fait, en général, c'est ce qui représente les zones de gisement de carbone. Ensuite, on a un procédé qui s'appelle l'incrustation, donc c'est les organismes récents. Et enfin, on a la momification, donc ça c'est vraiment la conservation complète d'un organisme qui est plus rare. Donc on a la minéralisation, avec les parties molles qui vont être minéralisées. On a la carbonification, donc c'est surtout chez les végétaux. Dans carbonification, on entend carbone, donc c'est vraiment chez les végétaux. L'incrustation pour les organismes récents, et la momification, c'est une conservation complète d'un organisme qui est plutôt rare. Ensuite, concernant la fossilisation, donc on va parler du processus de minéralisation. Donc le processus de minéralisation, c'est le remplacement des tissus, donc les tissus qui sont mous, par des substances minérales.
Et donc en fait, l'animal en général, il vit sur des plantes aquatiques. Et donc à la mort de l'animal, par exemple, sa coquille, elle va tomber au fond de l'eau. Donc lui, il est encore à l'intérieur de la coquille. Et donc les sables et les argiles vont remplir la coquille et la recouvrir. Donc là, on a une coquille, elle tombe. Là, il va y avoir le sable, l'argile et tous les éléments, ils vont la recouvrir. Et du coup, elle va être ensevelie dans les couches sédimentaires, c'est-à-dire qu'ils vont la recouvrir et du coup, il va y avoir des couches, des couches, des couches, des couches. Et du coup, notre coquille, en fait, elle va être recouverte. Et en fait, au fil du temps, il va y avoir une dissolution de cette coquille, de la coquille, parce que du coup, c'est une coquille qui est dite calcaire, donc ça veut dire en fait que la coquille, par les eaux qui vont circuler, en fait, elle va progressivement disparaître. Parce qu'en fait, c'est comme quand on a c'est comme si on prenait un truc fait de sable et qu'on met de l'eau dessus, bah, ça disparaît, quoi. Et il est dissous, il y a une dissolution. Et du coup, en fait, par les eaux, du coup, ça va. Donc en fait, il va y avoir une dissolution de cette coquille dans les eaux qui circulent dans le sédiment. Donc suite au changement d'environnement. Et du coup, en fait, les nouveaux minéraux vont se déposer à la fois dedans et autour de l'empreinte de la coquille. C'est-à-dire que la coquille, elle est là. Il y a eu la sédimentation qui s'est faite tout autour, mais entre-temps, la coquille a disparu, mais il y a encore la forme. Et du coup, à la place de cette forme, bah, du coup, il y a un trou. Et du coup, ce trou, il faut qu'il soit comblé par autre chose. Et il va être comblé par des minéraux qui vont s'installer dedans. Et du coup, ils vont s'installer autour de l'empreinte de la coquille. Et donc, en fait, les mouvements de l'écorce terrestre et l'érosion, ils vont mettre à jour ce fossile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les minéraux, ils vont se mettre en place. Et du coup, en fait, ça va constituer quelque chose de dur qui va reprendre. C'est comme le principe d'empreinte. Donc là, en fait, il va y avoir quelque chose qui va reprendre la même forme que la coquille. Et du coup, avec les changements climatiques sur des millions d'années, donc au final, il ne va plus y avoir d'eau, parce que c'est avec les changements climatiques, etc. Et donc au final, la trace de la coquille, on va pouvoir la déterrer, et du coup, on pourra mettre à jour le fossile. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fossile, il n'est pas en 3D, c'est juste une empreinte, une certaine coloration de la roche. Et donc en fait, il faut savoir aussi que la fossilisation est très rare. La fossilisation est très rare, et du coup, il faut des conditions climatiques très particulières en fonction des processus de fossilisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la coquille en 3D, mais on va avoir surtout son empreinte. Donc ça peut être quelque chose en 2D et vraiment juste l'empreinte. Et donc en fait, il existe plusieurs processus selon les circonstances. Donc dans les roches sédimentaires, donc celles qui sont constituées à base de sédiments, on a des remplacements de tissus organiques, donc qui sont durs le plus souvent par des minéraux. Donc dans le cas, par exemple, de la coquille, on a un remplacement par les minéraux. Et on peut aussi avoir une conservation d'une empreinte des tissus organiques. Donc ça peut être juste l'empreinte qui va garder en fait une trace. On peut avoir la coloration des roches sédimentaires par les tissus. Donc par exemple les tissus de la coquille, ça va colorer en fait la trace. Enfin, c'est ça qui va colorer la roche plutôt. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour par exemple une trace de plante, en fait ça va laisser une trace noire. Pourquoi? Parce que la plante elle a libéré du CO2. Voilà. Il y a aussi le piégeage dans l'ambre. L'ambre, donc c'est une pierre, donc c'est assez spécifique. Donc des insectes, par exemple, on voit souvent des insectes qui sont piégés dans des trucs, enfin genre on voit l'insecte et tout. Piégeage dans la neige, comme par exemple les mammouths. Et enfin, la conservation de l'empreinte d'un passage. Donc par exemple une trace de pas, c'est-à-dire que quand on marche dans la terre, on va laisser une trace avec notre pied. Donc ça c'est une empreinte de passage. Et donc du coup, ça c'est par exemple, imaginons on passe sur un morceau de terre et ce qu'on va faire c'est, on va découper et hop, on va garder le truc. Voilà. Donc du coup, ça c'est différents types de processus selon les circonstances. Ok. Donc on va avoir les roches sédimentaires qui remplacent les tissus organiques qui sont durs le plus souvent par des minéraux. On va avoir la conservation d'une empreinte des tissus organiques, une coloration des roches sédimentaires par les tissus organiques, un piégeage dans l'ambre, un piégeage dans la neige et la conservation de l'empreinte d'un passage. Ensuite, nous avons donc parmi les 4 lois majeures de la paléontologie. Donc en paléontologie, on va avoir des lois. Et donc du coup, on va avoir 4 lois majeures. L'actualisme, l'anatomie comparative, la corrélation organique et la chronologie relative. Donc l'actualisme, c'est la loi selon laquelle les lois physiques, donc la gravité par exemple, ou des lois biologiques, par exemple la nutrition, la reproduction, actuelles sont applicables dans le passé. Et donc en fait,
ça veut dire que ça permet d'avoir des constantes qui permettent d'avancer sur ce qu'on trouve sur les sites de fouilles. Donc par exemple, la gravité, elle a toujours existé. C'est-à-dire il y a 10 000 ans, les gens aussi étaient soumis à la gravité. Et pareil pour la nutrition, les gens étaient obligés de manger il y a 10 000 ans, il y a 15 000 ans, etc. Et donc en fait, ça veut dire que la loi de l'actualisme, c'est que on a des constantes qui permettent d'avancer sur ce qu'on trouve sur les sites de fouilles. Ensuite, on a l'anatomie comparative. Cette loi, elle permet de reconnaître l'organisme à partir de fragments trouvés. Donc en fait, c'est savoir à quel organisme correspond le morceau retrouvé, le restitué dans l'organisme. Donc l'anatomie comparative, c'est on va reconnaître l'organisme à partir de fragments. En fait, c'est comme en français, il y a une figure de style qui s'appelle la métonymie, qui consiste à reconnaître, à désigner un tout par une partie. Par exemple, on dit la main attrapa l'objet. C'est comme si on disait l'homme attrapa l'objet. Donc on désigne l'homme, qui est une entité, par une partie de son corps. Donc c'est la figure métonymique. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle... Donc, ça, c'est la version cours de français. Sinon, ça s'appelle l'anatomie comparative. Et donc, c'est reconnaître l'organisme à partir de fragments. Donc, on a des fragments et on reconnaît l'organisme. Donc, ça permet de savoir à quel organisme correspond le morceau trouvé et le restitué dans l'organisme. Ensuite, nous avons la corrélation organique. Donc, c'est-à-dire que chaque partie d'un organisme a une morphologie compatible avec le reste de l'organisme. Donc là, par contre, ça va être essayer de reconstituer le puzzle. Donc, on va avoir une partie d'un organisme avec une certaine morphologie. On va essayer de voir chaque partie d'un organisme. On va voir en quoi c'est une morphologie compatible avec le reste de l'organisme. Et donc, du coup, ça veut dire que... Alors, donc je me perds. Chaque partie d'un organisme a une morphologie compatible avec le reste de l'organisme. Donc, chaque partie d'un organisme. Voilà, donc en fait, si on essaie de reconstituer le puzzle, donc c'est quelle partie qu'on a retrouvée, etc. Donc ça, c'est la corrélation organique. Et enfin, nous avons la chronologie relative, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de ce que l'on appelle la stratigraphie des couches. Donc en fait, c'est la disposition des couches. Donc en fait, c'est la plus ancienne couche, c'est la plus profonde, sauf s'il y a eu un événement. En fait, ça aussi, c'est un peu plus compliqué parce que des fois, il y a des événements géologiques qui vont inverser en fait les séries. Donc par exemple, ça, c'est vraiment des lois qu'on a vues en géologie. Et donc du coup, il faut tenir compte de ce que l'on appelle... Donc en fait, des fois, il y a des événements en géologie. C'est-à-dire que là, il va y avoir des couches. Mais en fait, il y a des événements qui font qu'il y a des tremblements de terre. Et du coup, les couches, elles s'inversent. Et donc, ces événements, ça crée un grand chamboulement. Donc voilà, bref. Du coup, la chronologie relative, c'est dire que la couche la plus profonde, c'est celle qui est la plus ancienne. Voilà, sauf s'il y a eu un inversement. Et donc, plus on va en profondeur, plus on va vers le passé. Et donc, la succession de couches sédimentaires, elles peuvent être potentiellement datées, la succession. Et donc, le moyen de datation, c'est le moyen de datation le plus utilisé par les paléontologues. Par exemple, si on trouve une certaine couche avec tel minéraux, on va dire c'est à peu près cette époque. Donc, si on trouve des animaux qui sont fixés à cette époque, on va dire ces animaux, ils ont appartenu à cette couche, donc c'est à peu près il y a tel million d'années. Et donc, ces lois, en fait, elles permettent une reconstitution des espèces pour retrouver à qui appartenaient les os qui ont été trouvés. Donc, l'actualisme, c'est tout ce qui est loi physique et biologique, donc les constantes. Anatomie comparative, c'est vraiment reconnaître un organisme à partir de fragments. Corrélation organique, c'est une partie de l'organisme a une morphologie qui est compatible avec le reste de l'organisme. C'est vraiment reconstituer le puzzle de l'organisme, comment il est. Et donc, en fait, c'est voilà, chaque partie, donc voilà. Et enfin, la chronologie relative, c'est tenir compte de la stratigraphie des couches. Donc, la plus ancienne, c'est la plus profonde. Donc, c'est 4. Actualisme, anatomie comparative, corrélation organique et chronologie relative. Ensuite, concernant l'étude fossile, donc on a plusieurs effets, donc on a plusieurs éléments. On a les fouilles, la libération et le nettoyage, la comparaison, la taxonomie, la datation du fossile, la reconstruction, la reconstruction de l'être vivant, la reconstruction de l'environnement et le replacement dans le contexte évolutif. Donc les fouilles, donc plus généralement, c'est le repérage de la zone et de la couche géologique qui sont intéressants. Donc en fait, c'est vraiment pister, scanner l'endroit parfait. Et enfin, la découverte, récolte, enregistrement. Donc ça, c'est vraiment les fouilles comme on les connaît. Ensuite, il y a la libération et le nettoyage. Donc la libération et le nettoyage, c'est une étape très longue. C'est vraiment l'étape où on va essayer de libérer le fossile que l'on a trouvé. Parce qu'en fait, comme c'est très sensible et c'est quelque chose qui se brise vite, on le voit des fois avec les morceaux de sable, en fait, ça se brise facilement. Il faut savoir comment détourer, etc. Donc par exemple, Littlefoot est un australopithèque qui a été libéré et nettoyé durant plus de 20 ans.
un homme de 30 ans retrouvé en Éthiopie, reconstitué à 90% de fossiles. Le plus reconstitué, il est peut-être plus vieux que Lucie. Enfin bon, bref, c'est une étape qui est très longue, la libération et le nettoyage. Donc déjà, il y a la fouille, il y a trouvé, et ensuite, il y a commencé à fouiller. Ensuite, on a aussi donc la comparaison, la taxonomie ou la taxinomie. C'est la science qui permet de décrire et de regrouper des organismes vivants pour les nommer et les classer. Donc la taxinomie, c'est vraiment c'est le fait de nommer et classer les organismes. Voilà. Donc comparaison entre ce qui a été trouvé avant et ce qui a été trouvé sur le coup pour voir une éventuelle évolution. Donc en fait, on regarde on va faire des comparaisons morphologiques entre les espèces. Et donc en fait, on compare ce que les anciens fossiles qu'on a trouvés avant et les fossiles que l'on trouve maintenant. Et donc du coup, pour permettre de voir comparer. Donc ça, c'est la taxinomie, c'est classer les organismes vivants. On a également la datation du fossile, qui est un procédé très difficile, et du coup, on donne toujours une fourchette. Donc grâce à la loi de chronologie relative, on peut dater un fossile retrouvé. Donc la loi de chronologie relative, c'est celle dont on parlait avec la stratification, donc les couches. Donc en fait, c'est du à peu près. On ne peut pas dire c'était il y a pile 5 millions d'années, c'est du à peu près. On dit 5-7 millions d'années par exemple. Donc ça rentre aussi dans l'étude des fossiles. Ensuite, on a la reconstruction de l'être vivant, donc c'est-à-dire on va essayer de reconstruire les parties manquantes. Par exemple, il y a de nombreux procédés qui vont faire des hypothèses sur la forme de l'os. Par exemple, on va trouver un bras, une tête, deux jambes, et en fait, on va essayer de voir les liens qui étaient entre eux. Donc c'est une tentative de reconstruction. On a également une reconstruction de l'environnement. Donc grâce à l'analyse, on va reconstituer la faune et la flore qui entouraient l'organisme. Donc ce qu'on disait sur les couches, on regarde les éléments, les minéraux qui sont disponibles sur les couches et on dit ah tiens, il a pu y avoir telle plante parce que c'est favorable, il a pu voilà. Donc il y a vraiment plein d'analyses qui peuvent être faites et on peut déduire le régime de l'espèce qui nous donnera plus de détails sur l'environnement. Donc en fait, on peut carrément déduire et là on retourne sur la loi de l'actualisme, donc les lois biologiques, on peut déterminer à partir de la loi de chronologie relative, donc à partir de ce qu'il y a, ce qu'on retrouve, donc l'analyse de l'environnement, on peut savoir ce que l'espèce mangeait. Donc elle pouvait manger ci, elle pouvait manger ça, etc. Et nous avons également le replacement dans le contexte évolutif, c'est-à-dire proposer des comparaisons entre tout ce qui a été retrouvé pour voir lequel est le plus récent et voir l'évolution des espèces. Donc vraiment comparer, je ne sais pas, des traces de primates que l'on vient de trouver et l'homme actuel, par exemple. Voilà. Et donc, on va aussi ajouter des informations d'autres disciplines, parce que la paléontologie n'est pas toute seule. On va avoir la paléoclimatologie, la génétique, l'archéologie, la médecine et la primatologie. Donc la paléoclimatologie, c'est des professionnels qui vont étudier l'environnement et du coup ils vont aider les paléontologues à dater les fossiles, donc dire telle couche ça vient de telle année, ah il y a eu un changement donc on ne peut pas dire que c'est la plus profonde, enfin voilà. Voilà, il y a la génétique, ça permet de connaître l'âge du fossile, parce que si on retrouve des traces d'ADN, on peut très bien analyser les gènes, donc voir quels gènes étaient présents, et peut-être les comparer, ah tiens, il y a tel gène chez la fourmi, il y a tel gène chez l'humain, etc. L'archéologie, donc l'archéologie, ça va être l'analyse des objets retrouvés autour des fossiles. Donc je sais pas si on trouve un truc, je sais pas, par exemple des pierres, ou on peut se dire, ah tiens, le singe, on croit avoir retrouvé un singe, on voit des pierres, donc l'archéologie c'est, ah les pierres, donc peut-être que c'est ce qui servait à couper la nourriture pour lui. La médecine, donc c'est l'histoire individuelle du fossile qui est retrouvé, donc c'est-à-dire scanner un crâne, le scanner d'un crâne retrouvé pour avoir des informations sur le fossile, ah il avait un grand crâne, un petit crâne, etc. Et la primatologie, c'est l'étude de la morphologie et le comportement passé du fossile. Donc en fait, si le fossile, on peut étudier en fonction de la forme de ses mains, de la forme de son corps, etc. On peut étudier son comportement passé. Et donc en fait, à la suite, nous avons l'étude plus généralement, donc ça c'était pour la partie présentation de la paléontologie, et ensuite nous avons l'étude de l'histoire de l'homme. Et donc, Yves Coppens est le découvreur de Lucie l'Australopithèque. Toudoum, toudoum. Et donc, East Side Story, quelques rappels. Donc, vers moins 10 millions d'années, il y a ce que l'on appelle la naissance d'un rift. Donc, en fait, c'est une coupure qui va séparer l'Afrique en deux. Je ne connais pas la définition du mot rift, donc nous allons aller la chercher. Alors, un rift, c'est un fossé, donc c'est un effondrement qui se localise le long d'une fracture lors d'un processus d'extension. Donc en fait, la Terre, elle est sur des plaques, donc des plaques tectoniques, donc c'est de la géologie. Et donc des fois, il peut y avoir une extension, donc paf, donc il va y avoir une extension de la Terre. Et donc c'est ça un rift. Un rift, c'est le fossé qui se crée quand on sépare quelque chose, il y a un trou. Voilà. Donc en fait, le rift, il va y avoir un rift il y a moins de 10 millions d'années qui a créé une séparation et du coup qui a coupé l'Afrique en deux.
Et donc du coup, à l'ouest, on avait un climat qui reste tropical et humide, donc avec les forêts, etc. Avec l'usage de la bipédie qui n'est pas indispensable, car le climat il est favorable à la survie des singes panidés. Donc les singes panidés, cherchons la définition. Et je ne trouve rien. Ok, bon tant pis. Donc, de cette région, donc en fait, on a à l'ouest, on va avoir, comme le climat il va rester humide, on va avoir une population arboricole qui utilise ponctuellement la bipédie. Donc, ponctuellement, elle marche sur ses deux jambes, mais généralement, elle va marcher à quatre pattes. Et du coup, elle est habituée à une alimentation frugale. Donc, une alimentation frugale, ça signifie qui consiste en des aliments simples et peu abondants. Donc, en fait, c'est une nourriture simple. Une alimentation frugale, c'est une nourriture simple. Donc, ça, c'est vraiment le climat tropical. Alors qu'à l'est, on va avoir un climat qui devient plus sec. Et donc, à l'opposition de l'ouest avec les forêts, à l'est, on va avoir des savanes. Et donc, c'est une sécheresse qui s'installe avec des bouleversements climatiques. Et là, par contre, l'usage de la bipédie est indispensable. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs kilomètres à parcourir pour trouver de la nourriture. Donc, en fait, la bipédie, elle sert à aller plus vite, à marcher plus vite. Et donc, la théorie d'Yves Coppens, donc c'est la théorie de l'East Side Story. Et celle-là, apparemment, elle est demandée à l'examen. Donc, voilà. Attention, attention. Et donc, selon la théorie d'Yves Coppens de l'East Side Story, East ça veut dire Est, donc c'est là où il y a le climat qui est sec, les forêts de l'Ouest, elles ont vu évoluer les ancêtres des gorilles et des chimpanzés, donc les panidés, vu qu'ils marchent généralement à quatre pattes, et les savanes de l'Est ont vu évoluer les premiers hominidés bipèdes, donc les ancêtres de l'homme. Donc selon lui, à l'Est, comme on était obligé de marcher plusieurs kilomètres à parcourir, etc., avec la sécheresse, etc., il y a eu une bipédie qui a été indispensable, et du coup, c'est ça qui a fait, c'est pour ça qu'on dit East Side Story, qui a fait que l'homme, en fait, il s'est développé. Et donc, il serait issu ce seraient les ancêtres de l'homme. Et les forêts de l'Ouest, elles ont vu évoluer les ancêtres des gorilles et les chimpanzés, donc les panidés, vu que le climat était favorable à leur survie. Et donc, il existe de nombreux éléments scientifiques en faveur de cette East Side Story. Et en fait, c'est parce qu'on a découvert de nombreux fossiles d'hominidés à l'est. Donc l'est, c'est le côté sécheresse. Et l'est, c'est les ancêtres de l'homme. Donc par exemple, et les hominidés, c'est les ancêtres de l'homme. Bipèdes, parce qu'ils marchaient sur deux pattes. Donc ils marchaient sur leurs deux pieds, voilà. Et donc en fait, il y a la théorie de Lucie, et aussi la découverte de Lucie et l'environnement de plus de 3000 fossiles qui ont été retrouvés. Donc d'où sa théorie, Yves Coppens, l'East Side Story. Maintenant, cette théorie n'aura plus de secret pour vous. Bref, ensuite, nous avons le bouleversement de la théorie. Torum, quelques rappels. Donc la théorie, elle a été bouleversée car on a retrouvé d'autres fossiles d'hominidés à l'ouest. Et pourtant, on avait dit que normalement, à l'ouest, on avait un climat favorable et c'était favorable à la survie des singes panidés. Donc, comment ça se fait qu'on trouve des hominidés à l'ouest? Et en fait, on a trouvé deux fossiles de deux bipèdes retrouvés par Michel Brunet, Abel et Toumaï. Donc, c'est les noms des deux fossiles. Ces fossiles, ils sont plus anciens et ils ont été retrouvés à 2500 km de Lucie. Donc, en fait, ils ont été retrouvés bien avant Lucie. Donc, ça veut dire qu'ils existaient bien avant à l'ouest. Donc, cette théorie, elle est un peu mise... voilà. Et donc, on peut se demander si les hominidés, Toumaï et Abel, étaient à l'est et ont peut-être décidé de migrer vers l'ouest. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils avaient besoin de changer de climat. Et en fait... On constate qu'il était impossible de parcourir 2500 km à pied, étant donné les conditions climatiques. Donc en fait, même s'ils avaient voulu, ils n'auraient pas pu. Tout simplement. Et donc il y a plusieurs millions d'années, il y avait plusieurs espèces d'hominidés qui cohabitaient, alors qu'aujourd'hui, il y a seulement l'espèce Homo sapiens sapiens. Voilà. Et donc en fait, on constate qu'il y a plusieurs fossiles de groupes d'hominidés qui ont été retrouvés. Les australopithèques, donc Lucie et Abel. On va avoir les homos, donc potentiellement nos ancêtres, les paranthropes et les panidés. Donc en fait, l'hypothèse fondamentale, c'est que les espèces ne descendent pas l'une de l'autre. Donc c'est-à-dire on peut trouver Lucie et Abel et d'autres panidés, donc comme les singes, etc. Et ça veut dire que les espèces ne descendent pas des autres. Donc d'un côté on avait les panidés et d'un autre on avait les australopithèques, donc on ne peut pas dire que l'homme descend du singe. Parce que l'hypothèse fondamentale, c'est que les espèces ne descendent pas les unes des autres. Enfin, en fait, c'est logique. Si on trouve plusieurs espèces différentes au sein d'un même endroit, c'est que c'est pas l'une qui descend de l'autre.
Enfin, c'est pas logique sinon. C'est-à-dire, on peut pas trouver... voilà, même si on les trouve à la même période. C'est-à-dire que les enfants, ils vont pas naître en même temps que leurs parents. Voilà. Donc, ensuite, on ne peut pas dire que les australopithèques sont des ancêtres des Homo. Et donc, on ne peut pas dire que Lucie est un ancêtre de Toumaï et qu'Abel est un ancêtre d'Homo ergaster. Donc, en fait, ça, c'est voir le tableau des hominidés. Et donc, plus on se rapproche du bas, et plus on se rapproche des caractéristiques des panidés. Donc, les panidés, c'est les singes et compagnie. Et donc, plus on se rapproche du haut, donc de ce tableau, on se rapproche des caractéristiques des hominidés. Donc, en fait, c'est un tableau qu'il faut lire de haut en bas. Donc en fait, plus on se rapproche du haut, c'est les hominidés et en fait on descend. Donc en fait, c'est comme parce qu'on estime que l'homme, enfin les hominidés, c'est un peu les plus développés. Et donc ensuite, il y a la visualisation donc visiblement du film qui a été faite en classe avec les origines de l'homme. Donc dans les années 1981, il y a l'East Side Story d'Yves Coppens, donc elle est très récente. En 1995, il y a eu la découverte d'Abel au Tchad par Brunet. En 1997, il y a eu la mission au Tchad pour reconstituer l'environnement d'Abel, donc ce qu'on disait avec l'archéologie, etc. Et enfin, en 2001, il y a eu la découverte de Toumaï. Donc en fait, c'est une théorie qui a été remise en question très très récemment. Voilà, et donc apparemment, à l'examen, il y aura des questions QCM et des questions ouvertes sur ce sujet. Et voilà!